voyez au livre de Balangourou qui était l'ami intime de Paul Biya ou encore du professeur Titus Edjoua, mais tout juste rappeler quelques faits historiques. À savoir que on a parlé à une certaine période de 10 vierges qui avaient été enterrées lors d'une cérémonie d'un rituel terriblement satanique. L'affaire aurait pu être prise comme du délire. Sauf que c'est un grand prêtre exorciste qui est quand même revenu mettre les plats dans ce qu'on peut dire dans l'assiette, les pieds dans le plat. Et ce prêtre exorciste n'était pas n'importe qui. Parce que il était connu du monde entier. C'est quelqu'un qui a fait de grandes études et qui était l'un des premiers jésuites du Cameroun. On l'appelait Père Ménard Hebga. Père Ménard Hebga va faire une révélation qui va faire froid d'eau. En 2000, dans un journal, où il va dire que en avril 1995, le Cameroun a vendu complètement son âme au diable avec l'assassinat du père Engelbert Mven. Et il développe. Père Hebga va dire que père Engelbert Mven avait été tué, assassiné. L'enquête avait été confiée à la police judiciaire et puis la présidente de la République a intimé l'ordre au ministre de la Justice d'enlever cette enquête entre les mains de la police judiciaire et de plutôt la confier à une commission. Et il dit, cette commission, c'était pour enterrer le dossier. Et que cela a été d'ailleurs fait. Et que le ministre a même osé dire que Père Engelbert Mven avait été malade. C'est de ça qu'il est mort. Il est mort de maladie. Or, tout un chacun connaît que Père Engelbert Mven avait été tué, nu, et puis retrouvé dans sa baignoire et avec des signes sataniques. Le père Hebga va aussi raconter que le front du père Engelbert Mven était aplati. Et il était aplati parce qu'on avait pris son cerveau et on l'avait mangé dans un rituel satanique au palais. Et il poursuit. Ces gens-là sont des cannibales dans leur rituel. Beaucoup qui ne connaissent pas Père Hebga pourraient dire qu'est-ce qui peut justifier une telle déclaration. Mais je vais d'abord revenir sur qui était Père Hebga. Il était né en mars 1928. C'était un philosophe, un intellectuel haut de gamme, qui est parti d'ailleurs faire les études à l'université grégorienne de Rome, où il est sorti prêtre en 1951 à l'âge de 23 ans. Il va d'ailleurs venir à Paris, à l'université catholique, va même obtenir un doctorat en philosophie, sans pour autant oublier les langues et tout et tout. Il a enseigné dans toutes les grandes universités du monde. Sauf que il faisait, dans l'exorcisme, il délivrait
des gens et il se battait contre les démons. Ceux qui connaissent son histoire vont dire que quand il faisait une messe, une prière, il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui attendaient la délivrance. C'était donc un monument. C'est quelqu'un qui était reçu d'un peu partout. Lorsqu'il a fait cette déclaration, qui n'allait pas au sens du palais, eh bien, il va se retrouver mis à l'écart, considéré comme l'ennemi à abattre. Surtout que le dossier du père Angelbert Mbeng qui intervient juste après l'assassinat de Jean-Irène Biya, plus les 3 sœurs religieuses, ça faisait beaucoup. Et père Angelbert Mbeng en connaissait beaucoup concernant l'assassinat de Jean-Irène Biya. Et son cerveau, puisque lui-même aussi, c'était un génie. Et d'ailleurs, père Ebka va dire que c'est lui qui a pris sur lui, avec sa congrégation et Fata, ils ont pris un médecin légiste pour faire l'autopsie sur père Angelbert Mbeng. Mais le cadavre avait été d'abord scellé par le gouvernement. Par la suite, le gouvernement a demandé que lui, maintenant, il peut aller faire l'autopsie. Et lorsqu'il a voulu faire l'autopsie, c'est-à-dire que quelques temps après, boum, lui-même, il est mort. Le médecin qui devait faire l'autopsie, c'est père Ebga qui l'a révélé. En 2007, puisque c'est quelqu'un qui avait été beaucoup connu au collège Liberman, donc il est fait d'abord citoyen d'honneur, on va lui rendre hommage, et puis on va même faire de lui un bok-bok, et hop, Béa va le solliciter en disant, bon voilà, j'ai beaucoup de problèmes, si tu peux venir m'aider au niveau du palais, par rapport à des situations que je rencontre ici. Et bien sûr que c'est à partir de cet instant que le père Ebga, qui ne voulait rien entendre sur Biya, mais qui cette fois-ci entendait un discours de reconversion, s'est dit, mais pourquoi pas, s'il faut aller travailler pour lui, s'il faut qu'il revienne sur le droit chemin, surtout que il dénonçait les sectes, il dénonçait le satanisme, il était vraiment à fond la caisse. Il arrive au palais d'Etoudi. Il est reçu par Biya. Et dans leur entretien, il demande à Biya, quel est ton problème? Et Biya va dire qu'il y a beaucoup de soucis au palais, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas... qui sont hors du commun des mortels, et il va lui dire de lui donner la bague. Il y avait une chevalière. Il va enlever la bague, puis par la suite, pendant qu'il a la bague, Biya va lui dire qu'il arrive. Biya le laisse et s'en va. Sauf que ceux qui ont été envoyés n'ont plus retrouvé ni Père Ebga, ni Biya. On ne sait pas si c'est lui qui les a envoyés, mais toujours est-il que ceux qui faisaient partie du peloton d'exécution ne savent pas par quel moyen le Père Ebga avait disparu. Cette histoire a fait de telle sorte que il ne pouvait même plus être là au Cameroun, sauf que quand il voyage, il décide de partir en sortant un peu clandestinement. On ne sait pas comment il est sorti. Mais une chose est sûre, c'est que quelque temps après leur entrevue, les problèmes vont commencer. Il aura un AVC. De l'AVC, il va avoir des gangrènes. De toutes les gangrènes, on l'opère. Par la suite, il vient dans des hôpitaux. Aujourd'hui, c'est tel mal, demain, c'est tel autre. Et on se rend compte qu'il a un taux de glycémie très élevé. Boum, diabétique. La gangrène commence par l'orteil. On coupe. Ça va au talon, on coupe.
À la jambe, on coupe. C'est comme ça que le 3 mars 2008, Père Edgar meurt à 75 km dans un hôpital en région parisienne. Sans pour autant oublier de dire que tout au moins ce qui s'est passé à Etoudi était un combat haut de gamme et qu'il a été atteint. Père Edgar fait partie de ces hommes dont l'histoire ne sera jamais contée ou racontée. Parce que tout un chacun fait un effort de garder les secrets de ce palais de marbre où beaucoup de choses se passent. Lorsque vous connaissez le secret, ou un des secrets là-bas, ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs pour avoir révélé ne serait-ce que le secret du vrai nom de Biya qu'aujourd'hui, Mendoza se retrouve dans cette situation. Le professeur Gervais Mendoza, qui est né en 1944, il faut le dire, est le cousin de Biya. Biya n'est pas Boulou. C'est la mère de Biya qui est Boulou. Biya est Yesson. Et de son vrai nom, enfin le nom qu'il avait, avant qu'il n'aille le changer, c'était Abondo. Et Abondo, c'était le nom de quelqu'un qui était un oncle et qui était un malfaiteur. Et Mendoza aura l'imprudence de révéler le nom, ce nom de Biya, qui en fait est donc Abondo. Parce que ce nom de Biya, on ne le reconnaît finalement qu'à partir du petit séminaire d'Akon. Mendoza a été comme le frère direct de Biya, puisque d'ailleurs, même quand la mère de Biya meurt en 1997, jusque-là, Mendoza était considéré comme le frère direct à Biya. Et d'ailleurs, elle avait demandé à Biya de ne jamais lui faire le moindre mal. C'était ce qu'il avait donné, c'est ce qu'elle avait donné comme conseil. Mais beaucoup de choses vont changer. Parce qu'il faut se dire quand même que ce n'est pas Biya qui a amené Mendoza à la présidence. Mendoza était déjà en 1980 à la présidence de la République comme conseiller technique, chargé de mission plutôt. Mais Biya va faire de lui le directeur général de la CRTV, juste après Florent Etoka. Et quand il devient directeur en 88, bien sûr que chacun d'entre nous sait que plus fidèle que Mendoza envers Biya, avec la mariologie, chantant des cantiques, vantant, chantant de ceci pour Chantal Biya, il n'y avait pas mieux que Mendoza. Il n'y avait pas mieux que Mendoza. Mais comme je dis, ce n'est pas une affaire de détournement, contrairement à ce qu'on dit. Parce que si c'est détournement, on aurait mis Mendoza en prison depuis, puisque déjà quand les rapports de la CONAC étaient arrivés, 5 ans même avant son arrivée, on lui demandait qu'il avait fait des malversations de 2 milliards 600 millions et qu'il fallait qu'il paye cela. Il n'a même pas discuté qu'il allait rembourser. On lui a même filé aussi une amende et tout et tout et tout. Biya s'en fichait. Biya ne pouvait pas mettre Mendoza en prison. Mais, il y a eu cet épisode du nom que Mendoza a révélé. 2, et il y a eu cet autre épisode de ce qu'on peut appeler la mort de la mère de Chantal Biya, Maman Rosette Mbouchouan, en novembre 2014. Eh bien, quand Mendoza arrive là-bas avec la chorale du Cénacle,
il va jouer. Et bien sûr que Bellinger Boutou, qui avait déjà entendu que Mendoza avait des intentions de devenir directeur du cabinet civil, eh bien, il va lui dire que, bon, maintenant, après toi, il y a d'autres qui vont jouer. Mendoza demande donc qu'on débranche son matériel. Lorsqu'on avait fini de débrancher, pam! Chantal Biya constate qu'il n'y a pas de musique. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit qu'on vous le disait, non. Le même type qui a donné le nom de Biya, là, d'Abondo. Abondo, parce que Abondo était un criminel, c'est pour ça qu'on décide. C'était un violeur. C'est pour ça que le père de Biya, qui lui, il était ce qu'on appelle ambassadeur, parce que ce n'était pas son village. Vomeka n'a jamais été son village. Il est venu plutôt seulement s'installer là. Et d'ailleurs, je vais y revenir tout de suite. C'est donc là où Chantal se fâche, dit, ce n'est pas possible. Donc, Jérôme Mendoza est venu saboter aussi les obsèques de ma mère. Et c'est ainsi que, justement, le 21 novembre 2014, il sera arrêté et envoyé à la prison de Kondengui. Rendez-vous compte que lorsqu'il a été arrêté, non seulement, on a même fait que même sa propre maison, qu'on dise que non, on te chasse même du village, mais il est actuellement malade. Il est très malade depuis décembre. Paul Biya préfère prendre Inoni Ephraim, faire qu'il bénéficie de l'évacuation sanitaire. Il préfère que Fosso bénéficie de l'évacuation sanitaire. Mais son frère, je dis bien que c'est son cousin Germain. C'est son cousin Germain. Germain Mendoza est le cousin Germain de Biya. Et il est actuellement malade. Il est hospitalisé. Et il est entre la vie et la mort. Mais Biya va le laisser mourir en prison. Comme les dondons. Sans pitié. Ce n'est pas parce que d'ailleurs, lorsqu'on avait condamné Mendoza, je crois que c'était le 19 mars 2019, au tribunal criminel spécial. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Mais on dit que non, il a détourné 250 millions au niveau avec Abba, Polycarpe. Attendez, mais on se rend compte que cet argent n'avait jamais été détourné puisqu'on avait même payé les gens des impôts avec. Après, on dit que non, il y a aussi 800 millions là qu'il avait viré dans des comptes en Europe et tout ça. Mais il n'y a jamais eu une preuve de virement dans une banque européenne de Gervais Mendoza. On ne peut pas dire que Gervais Mendoza n'a pas volé. Mais quand il volait, on ne l'accusait pas sur ça. Mais c'est sur quoi on l'accuse. Il n'est pas concerné. Non. On l'a juste pris parce que, avec ce nom d'Abondo qu'il a donné, ça tournait dans la tête de Biya, qui bien sûr savait déjà que Mendoza peut aller encore un peu plus loin parce que vous connaissez l'histoire de son fils avec Franck Biya et tout, le fils de Biya et le fils de Mendoza par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc il connaît beaucoup de choses. Et Biya s'est dit non, et avec ce que Chantal a dit que non, dedans, c'est pour ça, il ne va pas sortir. Mendoza est donc sacrifié. Et ceux qui disent parfois, moi je rigole, quand ils disent que non, le régime appartient vraiment Biya, les boulous et tout, et tout. Non, qu'est-ce qu'il y a au sud? Biya est une malédiction pour le sud. Biya est une malédiction. Mendoza, bien évidemment, comme on lui disait que non, il veut te faire ombrage, comme par exemple Désiré Ngo, comme ceci et cela. Bon, tous ceux qui sont un peu altruistes, c'est-à-dire qui volent et donnent, Biya n'aime pas. Biya, sa règle, c'est que vole, mange seul et fais-toi détester. Parce que si tu es populaire, tu deviens un danger pour lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de boulot populaire. Il préfère avoir quelques criminels qui sont autour de lui, des grands voleurs comme les Jacques Famondongo qui sont détestés. Il est bon parce que lui-même n'a jamais aimé ce qu'on considère comme son village. Et d'ailleurs, il ne voulait pas construire. Pour construire là en Boumaka,
Mais c'est Jeanne Irène qui a obligé à ce qui est cette maison-là, ce palais-là. Sinon, ils s'en fichaient. Et qu'est-ce que les populations de Momaka ont bénéficié? C'est vrai qu'il est arrivé là-bas, il a ramassé les hectares et les hectares. En face, il a conçu pour sa famille. Puis de l'autre côté, à l'intérieur, il est parti faire des champs. Des champs au palais de Momaka. Dans ces champs qui s'étendent sur des hectares, par exemple, rien que les ananas, il a fait 100 hectares, 150 hectares d'ananas. Mais vous n'allez pas voir un bout de son village manger l'ananas de Paul Biya. Puisque d'ailleurs, il a créé ce qu'on appelle une usine de transformation d'ananas qui est dirigée par un Italien. Tout ça là, ça va à l'étranger. Pas dans son village. Il a fait une ferme. D'ailleurs, il emploie, là-bas en Momaka, il emploie 260 personnes. Donc, 90 sont uniquement pour l'exploitation agricole. Donc, vous allez voir, il faisait même des trucs comme les VA, et après cette VA-là, il y avait même le poivre, il y avait ceci, il élève les moutons, il élève les poules, mais vous n'allez pas voir un boule de Momaka avec le poulet de VA. Zéro! Zéro poulet. Zéro. Il élève même les ânes. Paul Biya, comme vous voyez là, il l'élève. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans son village? Rien. Rien. Et il y a même les Chinois qui sont allés là-bas en 2015. C'est-à-dire qu'ils sont partis installer, ils avaient un projet d'offrir au village de Paul Biya l'électricité donc solaire. Donc ils sont partis installer un truc de transformation là-bas en août, et l'ouverture c'était d'ailleurs en août. Mais Biya, pour cette structure qui devait donner l'électricité à son village, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé ça ici à côté de chez moi. Résultat des courses, les investissements des Chinois sur, ils avaient la structure qu'on appelle Huawei Technology. 454 millions. Biya dit, c'est pour donner l'électricité d'abord chez moi-même. Quand vous arrivez, c'est un quart de population qui bénéficie de l'électricité. Un quart de la population. Un quart. Et quand vous allez voir d'autres trucs, même comme il a dit qu'il a créé les VA là-bas et tout ça pour mettre... Mais regardez les autres structures. Il a dit, on a pris de l'argent dans le crédit foncier. Il a dit, je vais offrir à mon village 150 villas, les logements sociaux. L'argent est sorti au crédit foncier. Jusqu'à présent, il n'y a même pas eu 10. Donc même l'argent qui sort des caisses de l'État, pas de sa poche, il détourne encore. Le stade Paul Biya à Moyo-Masala, 2 milliards, le stade là n'est jamais fini. La seule chose qu'ils peuvent encore dire qu'ils ont bénéficié, c'était quoi? C'était le commerce agro-pastoral qui devait se passer en 2010. Paul Biya a reporté ça en 2011. Mais même l'hôtel du commerce n'était pas ouvert. 15 milliards avaient été dépensés. On est encore parti chercher des budgets ailleurs. Et finalement, ce n'est que le 30 janvier 2020 que cet hôtel du commerce a été ouvert, inauguré. Qu'est-ce qu'il a donc fait dans son propre village? Pratiquement rien. Que c'est qui peuvent donc dire que c'est à nous le pouvoir? Oh, les Ekambeti! Je vous ai dit. Voilà les Ekambeti qui sont en prison, qui restent en prison, qui vont mourir là-bas. Ce n'est pas Maurice Kamto qui vous a mis en prison, hein? Ce n'est pas Maurice Kamto qui a mis les Ekambeti, les Boulou et consorts en prison. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya.
c'est Paul Biya qui a mis tous les Ekambeti qui avaient pignon sur rue en prison. La prison, bien sûr que pour qu'ils mettent quelqu'un d'autre, pour qu'ils vous mettent en prison, c'est dès que vous menacez son pouvoir ou vous êtes populaire. C'est ce qui s'est passé avec Maurice Kamto. Il a cru écraser Maurice Kamto en l'envoyant en prison pour les marches du 26 janvier 2019. Insurrection, et ceci et cela. Mais par la suite, il croyait le broyer. Et puis on a utilisé d'autres gens là, soi-disant opposants, pour essayer d'aller finir sa carrière. Et c'est ça là que vous entendez parler. Oh, je veux parler. Oh, je veux parler. Je veux parler, je veux parler. Vous savez qui dit ça, non? C'est Paul-Éric Kingué. Ah oui. Lui aussi se considère comme un opposant. Mais pourtant, en tout et pour tout, c'est l'argent et les aliments. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il dit qu'il va écrire un livre, mais qu'il vous raconte les vraies histoires qui se sont passées en prison, il ne peut pas vous raconter ces histoires qui, parce que, justement, montrent qui il est. La prison n'a pas été facile pour lui, d'autant plus que, il fallait qu'il profite de la nourriture qu'on venait donner, soit à Kamto, soit à d'autres personnalités qui étaient incarcérées là-bas, lui n'ayant pas de femme. Mais alors, il va se retrouver avec quelqu'un d'autre qui aussi aime la nourriture. Célestin Djamène. Et c'est là où ça va se gâter. Parce que les deux, ils sont des amis. Les deux se connaissaient avant. Mais sauf qu'ils n'ont pas été arrêtés dans les mêmes conditions. Paul-Éric Kingué n'a pas été arrêté parce qu'il avait marché. Il avait été arrêté parce qu'il devait venir en prison, jouer son rôle d'espion. J'ai eu à expliquer cela auprès de Maurice Kamto. Puisque lui, il n'a pas participé au marché qui avait lieu à Douala. Lui, il a été plutôt arrêté, dit-il, à Yaoundé. Mais quand ils arrivent, un beau soir, voilà, ils sont autour de la nourriture qu'on avait apportée à Maurice Kamto. Il accélère, il accélère, il accélère. Il lèche les mains, il lèche et tout, et tout, et tout. Djamène voit que mais, le gars, s'il a la vitesse, lui aussi plonge. Il se coince dans l'assiette. Boum, il se regarde comme deux chiens. Il fait... C'est là où les problèmes commencent. Dans la sauce. C'est là où Paul-Éric Kingué est le premier à attaquer. Il dit, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que, Maurice, tu fais pour rester avec ce type-ci. J'ai tout fait pour lui trouver du travail. Quand il était au SDF et quand je suis sorti de la prison, il mangeait chez moi. Mais il n'a jamais travaillé. Jamais dit moi j'étais cadre. Au-delà de ça, toi tu es un maire du village. Moi je serai un maire de la ville. Je serai un vrai maire de la ville. Pas toi et tout et tout. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ils ont commencé à se disputer. Là, au plat de nourriture. En pleine prison. Si même il n'y avait pas, mais ils pouvaient tous bagarrer et tomber dans l'assiette de nourriture. Ils se sont tout dit. Jusqu'à ce que c'est là où Paul-Éric Kingué va faire une autre révélation. Il va dire à Maurice Kamto que, bon, je vais donc te dire la vérité. Là où tu vois, Célestin Djamène et Maître Ndoki sont en train de te poignarder dans le dos.
Poignarder comment? Non, ils sont en train de te trahir. C'est moi qui t'ai dit. Ils ont fait des réunions pour te livrer, pour faire ceci, pour faire cela. C'est pour ça que vous avez vu un certain fois. C'est Paul-Éric Kingé qui déclare cela. Et il est aussi le premier à révéler à Maurice Kamto que là où tu vois, lui, le gars, il se prépare à partir parce que lui, il doit avoir aussi sa part dans le gouvernement. Peut-être que Paul-Éric Kingé est un prophète, mais sur ce coup, il n'a pas beaucoup menti. Que Célestin Diamène allait partir. Mais cette confession avait été faite en pleine prison à cause d'un plat de nourriture. Je ne peux pas vous dire tout ce qui s'était dit autour de ce plat de nourriture, autour de cette querelle. Il y a beaucoup de choses. Il faudrait qu'il écrive le livre. Il faudrait que lui-même dise et qu'eux-mêmes disent s'ils ne se sont pas copieusement insultés en prison. Moi, je vous ai dit, même au palais de Biya, quand il y a un problème là-bas, je suis dedans. Il y a dans l'opposition, je suis dedans. Chez vous-même, je suis dedans. Chez Ngongo, je suis dedans. En prison, je suis dedans. Ah oui, ceux qui me disent infiltré, oui, je suis infiltré partout. Parce que moi, j'ai le réseau d'information. S'ils veulent, ils viennent de mentir. Hein. Et moi, de toutes les façons, je vous donnerai toujours des scoops de ce qui, parfois, est caché. Je viens le révéler parce que, justement, ça a des incidences. Aujourd'hui, sur le plan politique, ce n'est pas quelque chose que j'aurais eu à venir m'asseoir comme ça. Et d'ailleurs, je peux vous dire, le jour de leur libération, c'est exactement le 5 octobre 2019. Ils avaient déjà passé 9 mois. Donc, et nous nous retrouvons le 4 octobre, le matin, à 5h30, Paul-Éric Kingé se lève. 5h30. Il a insulté copieusement Maurice Kamto. Je ne veux pas utiliser les expressions qui ont été employées. Jusqu'à 8h. Toute la prison est sortie. Immédiatement, j'ai eu le fax. Que c'est déjà gâté. Que Paul-Éric Kingé a déjà attrapé des crises de folie ici. Il la boit. Toute la prison centrale était sortie. Il parlait seul. Il finit là-bas. Boum. Il attaque de l'autre côté. C'était déjà qui? C'était déjà Albert Zongan. Il laisse Albert Zongan. Boum. Il prend qui? Pende Koka. Alors que, je vous le répète bien que, quand il partait négocier son argent auprès du délégué général de la Sûreté nationale, je vous avais d'ailleurs dit qu'il était parti négocier ces milliards là-bas. Il avait pris Pende Koka en lui disant que, viens avec moi. Pour aller négocier. Hein. Mais ce jour-là, il l'avait copieusement insulté. Il finit de l'insulter. Au journal le soir, le même jour, hein, ils entendent que, eux-mêmes ils apprennent étant en prison, que Paul Biya a décidé de gracier Maurice Kamto et les autres membres du MRC. Mais le même Paul-Éric Kingé démarre 100 à l'heure. Il vient, il remplace Maurice Kamto. D'ailleurs, vous voyez, et je vous avais dit qu'il était le seul à avoir le téléphone en prison. C'est lui qui va les filmer. Vous allez voir que Maurice Kamto est même pieds nus, puisque lui, il dormait, il était en pyjama. Les Albert Zongan est comme si lui, je ne sais même pas s'il sortait de la cuisine. Seul Paul-Éric Kingé est en jean. Les Pende Koka, regardez la photo. La photo a été postée sur les réseaux sociaux par Paul-Éric Kingé,
qui est venu les filmer, qui a commencé à danser. Quand il est exactement 20h30, le régisseur de la prison centrale vient au niveau de la chambre, de la cellule. Il vient les voir. Il dit, bon, écoutez, voilà, faites vos effets, vous devez sortir demain. Mais d'ailleurs, ils ont été un peu étonnés. Comment est-ce qu'on peut sortir demain? Puisque le lendemain, c'est-à-dire que le 5 octobre, c'était un samedi. Alors, normalement, le tribunal n'est pas ouvert samedi, l'administration n'est pas ouverte le samedi. Il dit, non, 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 dépêchez-vous, il faut vraiment faire vos choses, je n'en veux plus, et tout, et tout. C'est comme ça que, le lendemain, il se retrouve dans le camion qui les amène au tribunal militaire. Ils étaient d'ailleurs 102. Toutes les poursuites sont abandonnées contre eux. On revient avec eux, ils prennent leurs effets. Le régisseur, parce qu'il disait que mais nous croyons que nous allons sortir lundi, on ne va pas sortir quand même un samedi et tout. C'est le régisseur qui disait non, non, allez, tout le monde dehors, 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 dehors. C'est comme ça qu'on s'est débarrassé de Maurice Kamto. Hein. Ils montent dans la berline, je crois qu'il était à droite, Bendé Koka à gauche, puis ils vont arriver direction. D'abord, ils iront à Odia. Là, on attendait les militants. Paul-Éric Ngué qui insultait Maurice Kamto, qui venait d'insulter Maurice Kamto, qui était prêt à taper sur lui, qui faisait l'échauffement. Il faisait comme ça là, il fallait voir le ventre bouger. Il dit gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ah! Paul-Éric Ngué, dès qu'il a entendu qu'il y avait la nourriture chez Maurice Kamto, il a bondi, il était le premier à arriver là-bas. Il est arrivé le premier. Il allait déjà dans la cuisine. Il était devenu le chef de protocole. Il était déjà en train de vouloir ceci. C'est même lui qui a fait le plus grand discours hein, chez Maurice Kamto. Puisque beaucoup d'autres n'étaient même plus là. Et ils étaient rentrés chez eux. Paul-Éric Ngué faisait déjà le protocole pour la nourriture. Ouais, le Gassi. Eh, Kenyé, 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 Kenyé. Nous pas dire même comment. C'est-à-dire que ça, c'est le genre que c'est comme si le cochon, hein, tu lances seulement un morceau de manioc comme ça, avec un peu de sel pour et tu le prends dans le piège. Il avait oublié qu'il venait d'insulter Maurice Kamto, père et mère. Dès qu'il a fini de manger, on lui a dit quoi? Tu as parlé? Mais il y a ton argent qui est à tel ou tel endroit. Allez, commence à l'insulter. Allez, ils se sont versés. Pour encore insulter le même Maurice Kamto. On lui dit là, vous les voilà. Que N'Djamène s'unisse donc pour me prouver le contraire à Paul-Éric Ngué. C'est la nourriture qui les a séparés en prison. Ils se sont